que nous sommes dans le département du Vaucluse, c'est un territoire qui a été quand même relativement marqué par la culture des plantes tinctoriales. Notamment par la culture de la garance le département de Vaucluse était un des principaux fournisseurs de garance au XVIIIe siècle. La référence, c'est ce beau rouge turc, le rouge d'Andrinople, qui était fait avec la garance, mais avec une garance turque. Et d'ailleurs, toute l'histoire du département, là, elle est un petit peu tournée autour de ce rouge d'Andrinople, dont on a essayé de connaître les secrets de la fabrication. Et c'est pour ça que si vous allez à Avignon, il y a une statue de Alten, qui était un prisonnier arménien que la France a libéré. Il était agronome et qui connaissait donc les secrets de la culture de la garance et le travail aussi qu'on pouvait faire avec. Et du coup, il est venu travailler en fait dans le département autour de la culture de la garance. Et c'est pour ça que du coup, ça a eu ce succès. Voilà. Et il y a une commune à côté d'Avignon qui s'appelle Alten-les-Palus, qui porte le nom de cet agronome. Les palus, pourquoi? Parce que la garance pousse mieux sur des terrains sablonneux. Donc c'était des terrains qui étaient envahis par la durance, que l'on a asséché et qui permettaient de pouvoir cultiver la garance. Parce que la garance, elle reste quand même minimum 3 ans en terre avant de pouvoir la récolter. Et elle est ce sont les racines qui s'entremêlent, donc elle est difficile à extraire. Donc il vaut mieux que le sol soit un petit peu meuble pour pouvoir l'extraire facilement. Le jardin a 20 ans cette année. Il a été créé par Michel Garcia, qui est une des références internationales de la couleur végétale. Alors la passion pour les plantes, ça date de l'adolescence. Comme tout le monde, j'ai dû commencer par les plantes médicinales, parce que c'est un côté fascinant de voir la plante utile, la plante. Et puis au fur et à mesure que j'ai développé mon métier d'artisan, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans les surfaces, le plâtre, les aménagements intérieurs, je me suis intéressé à la couleur. Jusqu'à l'époque où ces deux passions se sont rencontrées, on va dire ma vie secrète de passionné de plantes, d'amateur de sorties botaniques, et ma vie professionnelle se sont rencontrées sur ce point, donc les savoir-faire liés aux plantes. Et puis c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, donc il a appris tout seul. Et il est vraiment une pointure et une référence au niveau de la chimie. Beaucoup voyagé, beaucoup lu, ça a été toute sa vie. Donc il est très très bon en chimie, très très bon en botanique, en ethnobotanique, en histoire. Ah oui. Et il était originaire d'ici? Il n'était pas originaire d'ici, mais il est resté longtemps, il vient juste de déménager. Il est parti en Bretagne. Et qu'est-ce qu'il fait plutôt maintenant alors? Lui, il travaille sur des projets. Alors, lorsqu'il est appelé à l'étranger, il est souvent appelé sur des sujets très spécifiques où les gens ont des projets, par exemple, pour relancer un artisanat, sur des ONG où on a besoin de remonter des filières. Au Japon, il avait été appelé par le musée de la soie parce qu'il y avait des archives à décoder, donc lui seul pouvait les interpréter. C'est vraiment une référence. C'est la référence mondiale. Il y en a juste quelques-uns mondialement, mais lui, il y en a d'autres qui sont plus sur de l'archéologie, sur le patrimoine historique. Lui, c'est vraiment le scientifique. Parce qu'on a arrêté, quand ça n'a plus d'intérêt financier, on a arrêté de chercher sur la couleur végétale. Oui, dès qu'il y a eu les couleurs chimiques, on a tout arrêté. On a tout arrêté. Du coup, on sait pas. C'est pas enseigné dans les universités. C'est pas... Donc, Michel, lui, c'est vraiment une référence. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené là? Alors moi, ce qui m'a amené là, c'est que je suis peintre en décor de formation. Donc, j'ai toujours été dans les métiers d'art. Et puis, j'ai toujours donc travaillé avec la couleur. Et j'ai toujours eu une sensibilité pour la nature. C'est vraiment c'est un élément essentiel pour moi. Et en fait, la couleur végétale, ça a fait le lien avec plein de choses. Et puis j'avais Michel, moi je suis originaire du village, et j'avais Michel à côté de chez moi, j'avais le jardin, et je suis tombée dedans. Ah oui, complètement, oui, complètement. Et quand on commence à s'y intéresser, c'est infini.
C'est Donc, infini. Ouais, c'est génial. Uh-huh. De toute façon, il avait créé l'association Couleurs Garance avant de créer le jardin. Avant que ça existe ici. Voilà. Donc, il a travaillé avec cette association sur la promotion de la couleur végétale et continué ses recherches. Et à un moment donné, il a monté un projet, il a présenté à la commune De Loris. et donc il a pu implanter ce jardin. Ce sont des jardins anciens qui sont situés sur les terrasses du château Loris, donc qui étaient déjà propices à la culture, puisqu'elles sont très 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 abritées. Ce qui fait que nous avons la possibilité de maintenir en pleine terre des espèces qui sont quand même sensibles aux températures plus froides et qui se tiennent bien l'hiver sur ces terrasses. Voilà, donc on a une collection d'environ 250 végétaux qui vont nous parler donc de la couleur végétale et de tous les secteurs dans lesquels on la retrouve, comme la teinture textile, l'alimentation, la cosmétique, la peinture. Et nous avons aussi quelques plantes à fibres. Alors ce qui est très important dans ce jardin, c'est que nous avons une collection qui est importante et unique parce que Michel Garcia est allé chercher vraiment la souche originelle de chaque plante. Et c'est ce qu'on essaie de maintenir, c'est-à-dire nous essayons d'éviter les croisements entre les plantes de façon à ce qu'elles mutent. Voilà. Donc il y a eu quand même tout un travail de recherche assez important et c'est ce qui fait l'unicité de ce jardin. Déjà par la taille de la collection, mais aussi par la qualité des individus qui sont sur le jardin. Comment est-ce que le jardin s'articule ? Il est divisé en 2 terrasses. Vous voyez qu'il est divisé par carré et chaque carré va traiter d'un sujet. Alors après, ces carrés sont rassemblés par zone. Alors ici, on va être sur la zone plutôt ethnobotanique, avec donc chaque carré va parler de certaines pratiques que l'on retrouve dans certaines zones géographiques, pratiques teinture textile. Et puis la terrasse en dessous, elle, c'est plutôt tout ce qui est plus précisément chimie de la couleur. Pourquoi les plantes font de la couleur, donc ce qui est un sujet beaucoup plus large autour de cette chimie très spécifique de la couleur végétale. Les plantes font des couleurs pour diverses raisons. Bien sûr, elles ne font pas des couleurs pour nous faire plaisir, elles développent des stratégies défensives. Alors, prenons l'exemple de cette plante par exemple. L'éliante dressée ne peut pas aller à l'ombre pour se protéger, donc elle va fabriquer des anti-UV pour se préserver. Elle va aussi faire des molécules anti-insectes pour éviter de se faire dévorer. Elle va développer tout un ensemble de stratégies défensives et protectrices. Et c'est à l'école du végétal que l'homme apprendra à trouver des médicaments, des soins cosmétiques, des aliments, des compléments alimentaires et toutes sortes de molécules intéressantes pour lui. Alors je peux vous montrer quelques carrés qui parlent en fait plus facilement au public, comme par exemple l'indigo. Là, oui. C'est le carré des plantes qui produisent l'indigo. L'indigo, lui, il est produit par il existe des centaines de plantes à travers le monde qui produisent ce même bleu. Attention, c'est un pigment en fait, c'est le nom que l'on va donner à un pigment qui est extrait de beaucoup de plantes. Alors ça dépend un petit peu des zones géographiques dans lesquelles on se trouve. Dans ce carré, on peut retrouver des indigotiers. Alors là, indigotiers, on va les trouver en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Là, on a le Isatis tinctoria, le pastel des teinturiers, qui représente plutôt l'indigo européen. Qui est moins fort. Voilà, on dit qu'il a une concentration d'indigo dans ses feuilles qui est plus faible. Et donc souvent, c'est pour ça que lorsqu'on voit des teintures faites au pastel, les teintures sont plus pâles. Et là, on a la Persicaria indigo, qui elle a une quantité d'indigo très très intéressante
et qui est par contre une plante originaire d'Asie. Et qui pousse ici? Alors elle pousse très bien ici. On a travaillé sur un programme de remise en culture de plantes tinctoriales avec des agriculteurs locaux et c'est cette plante qui a été choisie pour la production d'indigo, la persicaire. Par rapport vraiment à ces contraintes culturelles, elle a un rendement très intéressant. On peut faire jusqu'à 3 récoltes dans la saison. Par contre, c'est une annuelle, donc chaque année, il faut refaire les plants. Alors que là, vous êtes sur une bisannuelle, et là, c'est un arbuste persistant. D'accord. Et ça, c'est l'indigo, ça aussi, là-bas? Alors, celle qui fait les fleurs jaunes, ça, c'est le pastel. Là, il est sur sa première année. Là, il est sur sa deuxième année. Ah, d'accord. D'accord. Et là, le pastel, il y en a partout. Oui. Lorsqu'on on prend l'autoroute pour aller à Marseille, là, au milieu des plates-bandes, sur les bords des routes, il y en a absolument partout, il est très envahissant. Mais les gens pensent que c'est plutôt du colza, sauf que c'est une plante qui produit de l'indigo. Et celle-là aussi, donc ça c'est le réséda des teinturiers, ce qu'on appelle la gode. Alors je vous la montre parce que c'est une plante très emblématique aussi de la teinture végétale. Elle fait un jaune très lumineux, quasiment fluorescent, selon les tissus sur lesquels on la pose. Et c'est une couleur très solide et qui a été beaucoup utilisée. Alors elle est originaire aussi du pourtour méditerranéen. On la trouve à l'état sauvage dans le Luberon. Et c'est toute la hampe florale que l'on va utiliser pour faire la teinture. Voilà, alors elle est un petit peu choisie où elle est s'implantée. Donc elle est dans ce carré qui ne parle pas forcément que du jaune. C'est elle qui a choisi. C'est elle qui a choisi. En passant par notre petit bassin. Et notre petit bassin, il n'est pas là par hasard puisqu'il loge les nénuphars. Et avec les racines de nénuphars, on teint en brun et jusqu'à des noirs. Ah, d'accord. Parce que c'est les rhizomes, en fait les racines, elles contiennent du tanin. D'accord. On est sur un jardin donc, qui est géré de manière très écologique. On laisse aussi venir quelques plantes sauvages. Ce qui veut venir. Pour favoriser la biodiversité qui est importante. D'accord. Pour la santé des plantes que l'on a installées, quoi. Alors voilà, là un autre carré important, c'est le carré du rouge. Donc comme je disais tout à l'heure, on est sur un département où on a beaucoup cultivé la garance, qui est là. Voilà, la garance des teinturiers. Et ensuite, là, ce sont des plantes qui produisent du rouge, qui sont de la même famille que la garance. Ce sont des rubiacées, mais qui ne contiennent pas la même somme de colorants. Alors la couleur, par contre, elle est toujours sur les racines, pour les rubiacées. Et ces plantes qui font du rouge, le rouge est toujours sur les racines. Voilà. Mais ils ont été du coup utilisés selon la concentration de colorants pour différentes choses. Pour colorer des croûtes de fromage plutôt que pour teindre des textiles. Voilà. Carré un petit peu particulier parce que il est un peu à part parce que là par exemple on parle de couleurs naturelles mais on ne parle pas de couleurs végétales. Là on va parler de couleurs organiques mais qui viennent plutôt de l'insecte, couleur animale. Voilà. Donc ça c'est le carré sur la cochenille. Alors cochenille du cactus nopal. Bon, là bien sûr il n'y a pas de cochenille sur ces végétaux. Cochenille du cactus nopal, cochenille de l'impératoire, cochenille du chêne kermès. Là, le chêne kermès, lui, c'était une activité que l'on trouvait dans le sud de la France. C'est donc la cochenille kermès vermillot qui a donné son nom à cet arbre. Là, c'est un carré qui nous dit en fait que ce ne sont pas forcément les plantes les plus colorées qui sont les plus colorantes. Là, vous avez un beau buisson de pivoine, donc les fleurs sont magnifiques, mais par contre on ne pourra rien en tirer. Une couleur solide, c'est comme pour le géranium. Là par contre vous avez une plante qui fait toute cette masse végétale bien verte, mais qui va produire par contre un très très beau jaune, très lumineux aussi. Et c'est le datisca à feuilles de chanvre. D'accord. Là c'est un indigotier, mais qui ne produit pas de bleu. Ça, c'est toute la complexité de la nature. Complexité de la nature, voilà. Rien n'est jamais sûr et figé.
Mais c'est ce qui est très intéressant, voilà, parce que autant de zones géographiques, autant de végétaux différents, autant d'hommes qui ont utilisé ça de façon différente, donc c'est extrêmement passionnant. Alors on a quand même nos quelques petits carrés, alors là ce sont colorants et boissons de santé, puisque souvent les molécules, souvent oui, on rencontre des molécules colorantes qui ont aussi des vertus. Aujourd'hui, par exemple, si vous consommez certains laitages ou certains desserts, vous verrez sur l'étiquette colorant E163. Ces colorants alimentaires, pour 50%, sont issus du végétal. Le E163 est fait à partir des peaux de raisin. Alors, ces colorants amènent quelque chose de positif dans l'alimentation, dans ce cas-là, puisque ce sont de bons antioxydants, c'est-à-dire ils favorisent vraiment les protections naturelles de l'organisme. On a notre petit espace potager pour parler de ce que l'on mange et qui est coloré. Ah, Pour dire que lorsqu'une assiette elle est très colorée, on a plus envie de la manger. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui se fait le plus dans la région, en France, comme couleur naturelle, culture de couleurs? En majorité, je vais dire de la garance et des plantes pour le bleu. Mais ça peut être différent. Je pense que donc il y a quand même des surfaces de pastel. En France, on peut trouver des surfaces de pastel, puisqu'il y a la culture du pastel, Isatis tentoria. C'est l'histoire du sud-ouest, ce qu'on appelait le pays de cocagne. C'est-à-dire un pays où on arrivait à gagner de l'argent grâce à la culture du pastel. Ah, ça c'est La intéressant. cocagne, c'est une boule de feuilles de pastel compressées. Ça servait donc pour la fermentation et pour pouvoir aussi les transporter et les conserver plus facilement. Donc il y a une structure qui se charge de la promotion du pastel qui s'appelle Bleu de Lectoure. Lectoure. Oui. Le jaune aussi peut-être quand même, non? Non, Pas beaucoup. pas On a en beaucoup France. de mal puisque nous on cherche à acheter des stocks français, on a beaucoup de mal à trouver du jaune. Donc alors vous l'achetez à l'étranger. Ouais, on achète à l'étranger. Ah oui. Et c'est en train de se réintroduire ou pas trop? Oui, on rencontre de plus en plus d'agriculteurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Mais on n'en est vraiment qu'au démarrage. D'accord. Donc, On voit ce goût de nouveau réapparaître pour les choses naturelles. Ah oui, oui, vraiment, parce que bon, les gens entendent tellement parler de ça, c'est mauvais pour la santé, ça, voilà. Donc nous, Il y a on une voit... demande. Ah oui. C'est-à-dire que depuis 1880 environ, toutes les couleurs textiles sont issues du pétrole. Alors ça fait une formidable révolution au niveau historique, ça a permis une démocratisation de la couleur. Mais aujourd'hui, les ressources du pétrole sont exploitées dans de tellement nombreux domaines que ça pose des problèmes. Au niveau de la législation, par exemple, il y a un certain nombre de colorants qui vont sortir du marché européen cette année parce qu'ils sont cancérigènes. C'est formidablement moderne de s'intéresser aux couleurs végétales. Parce que finalement, aujourd'hui, la tendance est de s'occuper des ressources géologiques épuisables, c'est-à-dire d'aller creuser au fond d'un trou, puis quand le trou est vide, on cherche une nouvelle mine à creuser, c'est-à-dire une tendance de pillard un petit peu. On a le pétrole, on a des ressources minérales souvent rares. Alors le végétal, c'est vraiment l'image même des ressources renouvelables, c'est l'image même finalement de ce qui peut durer dans le temps. On a souvent dit, oui, vos colorants naturels, ils coûtent plus cher que les colorants chimiques, donc ils n'ont aucune chance. Mais en fait, le vrai prix, c'est le prix de la chose, plus le prix de sa pollution, de sa qualité environnementale en général, et l'impact sur la santé. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les dérivés pétroliers coûtent horriblement cher, au prix d'une chimio, au prix d'un crash d'un pétrolier sur une côte, etc. Alors finalement, tout confondu, les couleurs végétales, c'est pas si cher que ça. Celle-là, elle a accès extraordinaire, c'est le mucuna. Oh. Elle est de la même famille que la glycine. Incroyable. Mais là, vous avez la chance de l'avoir encore en fleur. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle contient de la mélanine comme notre peau. Donc, c'est photosensible. Si vous prenez une feuille, que vous extrayez le jus, vous le mettez au soleil, ça bronze, ça devient brun. Ça fait les fleurs donc directement sur le tronc. Ah voilà, on en voit plein dessus. C'est incroyable.
Voilà le jardinier. Bonjour. Bonjour. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as pas pu l'emmener? C'est pour ça que je suis pas Ah pu l'emmener. mince. Ouais. Du coup, je fais le pont. Du coup, Ah, il faut le pont. On va voir Rentrer dans la serre peut-être? notre dernière recrue. Et nous sommes allés au Japon et nous avons ramené la garance qui est originaire du Japon, qui est là. Donc c'est Garance alcanée. Alors la Garance des teinturiers que l'on retrouve ici, elle a à peu près 25 molécules colorantes différentes. Donc c'est vrai que les autres n'ont pas forcément à avoir toutes ces molécules colorantes, ce qui va faire la différence de rouge. D'accord. Celle-là, je pense qu'elle doit être pas très éloignée, mais il faut que je regarde. Et aussi un centre de ressources pour tout ce qui est connaissance des techniques de la couleur végétale. Alors, nous prenons régulièrement des stagiaires qui peuvent venir sur un temps assez long, qui sont sur des formations dans d'autres établissements et qui font en alternance, par exemple. Donc, Ou style service civique ou... Alors, nous avons des services civiques actuellement, nous en avons 3. Après, des personnes qui font des formations en école d'horticulture, par exemple, des personnes qui sont étudiantes dans des écoles de textile. Ensuite, nous avons des formations qui, elles, sont payantes, qui sont, alors, durée maximale, c'est 1 semaine. Après, on a beaucoup de formations week-end. Alors ça couvre, ça va de l'initiation à la teinture végétale, en passant par des techniques très particulières, techniques d'impression, design textile. Après, donc là, on a une formation aussi plutôt tournée vers les beaux-arts, donc ça va être fabrication de pigments organiques. Avec ces pigments, donc, qu'est-ce que l'on peut faire? On a une formation fabrication de peinture naturelle, une formation de calligraphie. Voilà, c'est essentiellement ce que l'on propose. Et nous avons effectivement l'agrément formation professionnelle. D'accord. Donc les gens peuvent venir ici et faire prendre en charge le coût de la formation. Oui, vous faites du scolaire aussi. Voilà, nous recevons les enfants, nous recevons des classes, donc ça va démarrer à partir de... là, mai-juin, c'est complet, quasiment tous les jours. Tous les jours, ils viennent pour une visite. À peu près 1000 enfants sur la saison. D'accord. Ils viennent, ils font une visite du jardin et un atelier. Un petit atelier. Voilà. Mais autrement, quand c'est des stages d'un week-end, ça se passe ici. Ça se passe ici. D'accord. Et les stages d'une semaine aussi. D'une semaine aussi, voilà. Voilà, avec la marmite. Oui. Le chaudron, là. Oh, on voit que... Oh, l'indigo, là. C'est donc l'indigo fermenté, c'est ça? Alors, ça, ce ne sont pas des fermentations de feuilles. Ça, c'est une cuve d'indigo fabriquée à partir de pigments. Donc, qui a déjà été extrait des feuilles. D'accord. On prend le pigment et on trouve des solutions pour le solubiliser. Alors c'est quand même très difficile de faire du rouge sur coton. Hein. Donc la première préparation consistait à mettre cette pierre, là, la pierre d'Alain, mais sur un coton qui avait déjà été un peu huilé avec de l'huile de ricin. Alors évidemment c'était un grand secret pendant des années, mais aujourd'hui il est grand temps de diffuser les secrets avant qu'ils aient complètement disparu, parce qu'à force de faire des secrets, évidemment la transmission... se perd, quoi. Hein. Alors c'est un peu le but de l'association aussi, de faire revivre un petit peu tous ces savoirs et puis de réfléchir un peu à comment les améliorer, comment les concevoir d'une nouvelle manière un peu pour notre époque. On a donc notre espace tri et conditionnement. Nous avons beaucoup de bénévoles aussi qui travaillent à l'association, parce qu'on a un site de vente en ligne. C'est récolté au jardin, c'est mis à sécher, et puis après les bénévoles trient. D'accord. Ce sont des graines qui ont une valeur, parce qu'elles sont quand même issues de sources de végétaux qui sont des sources les proches de la plus originelle. Oui. Voilà, super. Alors vous vendez quoi en ligne? Tous les produits de droguerie. Des plantes qui servent à faire la couleur, et de ce qui sert des produits dont on a besoin. Par exemple, comme l'alun, l'alun, le sulfate de fer, comme le carbonate de soude.
l'argile, plein de choses comme ça, quoi. Ça, ce sont les plantes séchées et broyées qui serviront à la teinture. Là, c'est du bois de campèche, ça. Bois de campèche. Ça, c'est un arbre qui pousse au Mexique. Ça, c'est du pernambouc. Ça, c'est Amérique du Sud aussi. D'accord. Alors moi, parmi mes activités, je fais des textiles aussi. Ça, c'est des choses que j'ai produit moi dans mon atelier qui est dans la cour du château. Après, je teins des écharpes pour l'association aussi. Enfin, je teins des textiles pour l'association, pas que des écharpes, mais par exemple, les lains comme ça c'est ce que j'éteins moi, là, des soies pour l'association. D'accord. En général, là, la plupart des écharpes, elles ont été teintes ici, et c'est moi D'accord. je m'en charge. D'accord. Sauf celle-là, ça c'est Longomaille qui fait ses impressions là. D'accord. Après, et là, après, on a voilà, beaucoup de pièces réalisées par des créateurs. D'accord. Avec, voilà, ça dépend. Il y a des vêtements, mais il y a aussi des accessoires, du papier, des carnets. Voilà, des petits carnets. Des fibres aussi, pour ceux qui ont envie de teindre. De teindre sur du naturel. Voilà, chaussettes. Alors ça, ce sont des chaussettes qui sont fabriquées en France. Ça, c'est laine des Pyrénées, puis tissée à Castres. Ça, alors ça, c'est une laine du Luberon. Et après ça, par contre, je crois que c'est plutôt Népal. C'est une autre personne qui nous a fourni ça. D'accord. Notre espace librairie. D'accord. Où là, voilà, on a sélectionné des ouvrages qui parlent du jardin, de la couleur, des techniques beaux-arts, de sujets, de choses naturelles. Voilà. Et juste à côté en face, donc il y a un petit jardin public. Donc ça, c'est un jardin public, voilà, ce qu'on appelle le jardin blanc. Parce que c'est que des fleurs Fleurs blanches. blanches. C'est joli, c'est joli. Avec le château et tout. Maria, Maria, Pomgia, weiß non der Ria, Selvia, Moria, Rona,